Hi everybody, ceci est la première interview Always Higher. Donc dans la première interview Always Higher, nous allons interviewer Alexis Racine, joueur en National 1 de Pont-Cherry. Bon, bienvenue à toi Alexis. Salut. Donc tu vas me faire un petit CV récapitulatif de toi. Donc d'abord je vais te présenter. Donc tu joues actuellement en National 1 à Pont-Cherry. Tu fais un 92, tu joues arrière ailier. Et tu es né en 95. C'est ça. Donc bientôt 26 ans. Bientôt, on commence à se faire vieux. Voilà. Et donc je veux que tu m'expliques un peu ton parcours jeune jusqu'à maintenant à Pont-Cherry. Alors, parcours jeune, j'ai fait mes classes entre guillemets à Clermont-Ferrand. Donc, j'étais en minime région et en cadet région et je chapeautais un peu le centre de formation. J'étais pas au centre de formation, mais je chapeautais un peu. Je m'entraînais tout le temps avec eux et voilà, donc les cadets France, minime France et tout ça. T'as fait le pôle espoir avant? Non, en fait, le pôle espoir, ils ont tous été sélectionnés dans mon équipe, presque tous, sauf moi. Moi, j'étais pas sélectionné, donc je m'entraînais déjà avec les cadets France à l'époque et les espoirs aussi de Clermont-Ferrand à l'époque, quand c'était en pro. Après ça, je suis parti à la maison en junior, donc c'était en junior à l'époque. J'ai fait U20, c'est la catégorie, elle a été créée à ce moment-là. Et bon, j'ai fait une année tranquille comme ça. Et derrière, j'ai signé en N3 au Mets-sur-Seine. Donc, je venais d'avoir 18 ans, donc entre 18 et 19 ans, j'ai signé en N3 au Mets-sur-Seine. Donc voilà, j'ai fait mon année. Derrière, je suis parti à Maubeuge. Donc là, je suis resté quelques années à Maubeuge. J'ai fait, T'as fait N3 et t'as fait la montée en N2 avec Maubeuge. N3 et la montée en N2. Et après, depuis, j'ai signé, j'ai signé 3 ans en N2 à Maubeuge. Et après, j'ai fait un an au Canet en N2. Et là, cette année, en N1 à Pont-Cherry. Comment justement on va dire de National 3, j'ai pas les stats, mais comment tu te sentais toi en National 3? Pour toi, c'était facile, c'était compliqué, qu'est-ce que tu ressentais en National 3? Alors, en National 3, déjà, à ce moment-là, c'était, je dirais pas facile, parce que c'était une transition entre de jouer en U20 et jouer avec des seniors, des bonhommes, des gens, ils sont quand même solides. C'était vraiment compliqué au début, mais je me suis vite fait au niveau, parce que physiquement, j'ai un avantage, c'est que je suis un peu plus costaud que la norme, on va dire, et j'ai pu m'adapter au niveau physique, du moins. Parce que techniquement, je pense que j'avais déjà les armes pour jouer en N3, et donc physiquement, je me suis bien étoffé. Ouais, t'as pris combien de kilos en tout? Parce que quand t'arrives gamin, tu prends généralement quelques kilos, tu pousses en muscu un petit peu plus maintenant. Parce qu'en fait, moi, j'étais déjà costaud à l'époque. Non, ça je sais, mais maintenant, on va dire in shape, tu vois. Ah, combien je dois peser pour être bien? Ah, 80, voilà, 80, 94, 95. Je suis bien. Donc là, tu fais 95 kilos quand même. Ouais, 95 kilos. Pour un 82, c'est pas mal quand même. Ouais, 92. Ouais, ça va, ça va. Un peu lourd pour certains, je pense, mais moi, ça va. Je joue bien avec. Ouais, mais après, si tu arrives à jouer rapide, à être un peu. Voilà. Moi, je sais que à l'époque, tu drivais beaucoup, donc forcément, ça aide d'être un peu plus costaud. C'est ça, ça aide. Dans les contacts, ça aide. Tu connais. Ça aide. Et maintenant, tu shootes un petit peu. On m'a dit, tu shootes un petit peu quand même maintenant. Je shoot, ça m'arrive de shooter, oui. Faut pas me laisser La ouvert, on va patte dire. gauche, elle est là quand même. Voilà, elle est présente. C'est ça. Et j'ai une autre question, c'est ta montée de National 3 en National 2 à Maubeuge. Tu avais une situation quand même de joueur important pour Maubeuge. Au tout début, on va dire que non, parce que je rentrais, c'est le jeune avec des joueurs d'expérience qui ont fait tous leur carrière entre guillemets pro, enfin quelques-uns, hein, pas tous, hein, bien sûr. Mais donc j'étais quand même le jeune et j'étais l'électron libre. Ça veut dire que des fois je pouvais faire des matchs à 16 points, d'autres à 4, 5, 6 points. Voilà, ça variait, c'était vraiment des up and down. Et au bout d'un moment, quand tu fais des matchs, tu fais des saisons, tu acquiers un peu cette expérience-là et se dire ouais, faut être régulier. Et donc c'est ce qui m'est arrivé. Et depuis que j'étais régulier, j'ai pu avoir un certain statut à ce niveau-là en N2. Parce que la première année en National 2, moi j'ai les stats par contre, là tu as 12 points de moyenne. Oui. Mais comme tu me dis, c'était en dents de scie. Ah oui, oui, clairement. Mais par contre, la deuxième année, tu fais moins de points. Mais est-ce que tu as été plus régulier la deuxième année, justement? Oui, 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 j'étais plus régulier, mais sauf qu'on avait un profil d'équipe tout autre, parce qu'il y avait des joueurs qui sont ajoutés, on va dire, donc des postes 4 avec beaucoup plus important, avec un CV plus important. Fallait leur lâcher la balle. Fallait lâcher la balle, et puis fallait accepter aussi d'avoir ce rôle entre guillemets, de stopper défensif. Fallait avoir ce rôle-là, pas forcément toujours mettre des points, des points, des points. Il y avait aussi la défense qui comptait. Donc, Ouais, parce que c'est ça aussi que je vais en parler, même si tu es en dessous des points, est-ce que toi, à côté, tu fais autre chose, tu prends des rebonds, tu fais des passes. Les stops défensifs, on ne les regarde pas, mais c'est important. On les regarde pas, mais moi j'aime bien tout ce qui est interception, essayer d'aller contrer le mec, dissuasion,
Pas forcément moi qui fasse interception, mais dissuader A, tu vois. Mettre une bonne pression défensive. Et donc après, bon, je parle de la troisième saison, tu reviens avec un peu plus de points, mais juste après, on remarque que quand tu as décidé de changer d'équipe, tu es parti à Le Canet, tu fais de 12 points à 17 points, tu es dans les meilleurs scores de ta poule. Parce que pour toi, justement, tu as changé de statut en changeant d'équipe, on t'a dit, c'est bon, tu as un peu les clés, pas de l'équipe, mais on veut que tu scores. En fait, on m'a jamais dit, Alexis, tu dois scorer. Ça, c'est venu naturellement. En fait, c'est venu au sein du groupe. On avait un groupe tellement soudé et ça s'est fait naturellement. Le coach m'a pas donné les clés parce que c'est pas moi qui avais les clés, mais il savait que j'étais un élément clé, quoi. J'étais un leader de l'équipe. Et en fait, ça s'est fait tellement naturellement que voilà, même les gars à côté de moi, ils ont dit, bah Alexis, on te donne la balle. Et c'était quelque chose de naturel, donc forcément ça s'est fait, quoi. Et j'ai fini à 17 points de moyenne. Moi, j'ai retenu qu'un highlight au Canet, c'est le shoot enfin, de la ligne à 3 points opposés. Ah, c'est une sacrée histoire, ça. C'est une sacrée histoire, ce tir-là. Moi, je veux savoir qu'est-ce que tu ressens après un match. Tu vois, pour les gens, ils se disent, ouais, la NBA, tu mets des 3 points clutch. Mais là, sachant que t'es pas à 3 points, t'es 3 points carrément opposés. Ouais, mais Tu tu te sais, dis, il y a et même toujours. que ton bras il tremble, ou tu penses vraiment pas à ta tête. Il y en a, ils sont carrément déconnectés, tu vois. Ben, c'est simple. J'ai vu le panier rentrer. Enfin, déjà, rien que quand le ballon a quitté mes mains, je me suis dit, waouh, c'est dedans. Et après, quand c'est rentré, que toute la foule court sur toi, mais c'est un moment, mais c'est un moment merveilleux, c'est magique. Franchement, c'était vraiment le plus beau moment de ma carrière, quoi. Et justement, est-ce que tu penses que toi, vis-à-vis de ça, est-ce que justement, ça a été, enfin, c'était un tremplin, ta saison, pas ton shoot miracle, mais on va dire ta saison au Canet pour justement dire, je vais aller en N1. Je pense que oui, ça a été un tremplin dans le sens où j'ai pu me montrer réellement et le potentiel que j'avais, que ce soit offensif ou défensif. Je pense que les coachs, beaucoup de coachs ont remarqué cette saison et se sont dit mais comment ça se fait que moi, à mon âge, j'ai pas pu chapeauter le niveau au-dessus déjà et que je suis en N2 depuis 4-5 ans. Et je pense que cette saison-là, elle a fait tilt au coach pour essayer de me prendre dans leur équipe, quoi. Alors, moi, j'ai une question par rapport au Covid en ce moment. Est-ce que toi, ça t'a fait douter justement la saison à la fin du Canet? Franchement, pas du tout. C'est Parce qu'il y a beaucoup de joueurs, même en ce moment, cette période, qui se disent est-ce que le basket, ça va durer en termes de est-ce que je vais vraiment jouer? Est-ce que ça va pas s'arrêter? Il y en a qui se disent je vais peut-être trouver un taf à côté parce qu'on n'est pas sûr de gagner de l'argent, on n'a pas les salaires qui vont peut-être tomber parce qu'on risque de perdre des sponsors. Est-ce que tu penses que le basket pas va s'éteindre, mais va se mettre en stand-by un moment? bah alors déjà, par rapport moi je parle du niveau amateur. Amateur, c'est quand même compliqué. Beaucoup de joueurs sont dans le flou parce que et beaucoup de clubs surtout sont dans le flou, savoir s'ils vont reprendre ou pas. Même à notre niveau en N1, hein, il y a des équipes qui vont pas reprendre, je pense. Ça va être compliqué financièrement. Moi, j'ai une question parce que justement, là, tu me parles du niveau amateur, la Nationale 3 et la Nationale 2, on la critique énormément. Au niveau Ah oui. amateur, qu'est-ce que tu as à dire, toi qui as vécu, qui a fait des saisons en Nationale 3 et en Nationale 2, et que surtout, il y a des gamins qui se disent ouais, le National 2, la Nationale 3, c'est pas des vrais niveaux. Alors, moi déjà, ceux qui pensent ça, pour moi, je dis c'est faux. Dans le sens où ces niveaux-là, franchement, faut les respecter. Je dis pas ça parce que moi, j'y ai joué et j'y ai fait mes classes, mais faut les respecter parce que pour pouvoir jouer en National 2 ou en National 3, faut s'accrocher, hein. Attention, hein, le jeu est complètement différent d'espoir, de ce que tu veux. C'est un jeu différent, il faut s'adapter. Et je pense que c'est très formateur. Pour moi, en France, il y a 4 niveaux où ça joue professionnel pour moi. Et la National 2 en fait partie. Même si on peut dire tout ce qu'on veut, machin, National 2, c'est pas du tout pro, il y a 4 poules, machin, machin. Ok, je veux bien. Mais pour moi, il y a des joueurs, ils ont une éthique de travail, ils lâchent rien, ils sont pros. Pour moi, ils sont pros, dans leur tête, ils sont pros. Donc forcément, dans leurs actes, ils sont pros. Et donc, ça va se retranscrire sur le terrain. Ils sont pros, les mecs. Donc pour toi, qu'est-ce que pro? Être pro, pour moi, c'est être intransigeant avec soi-même et savoir travailler en fonction de ses besoins. Voilà, Donc pour pour toi, moi, c'est National ça. 3, ça peut être pro. Pour moi, National 3 peut être pro à partir du moment où tu es rémunéré pour jouer au basket et que tu te dois d'être sérieux avec toi-même. Par contre, à l'inverse, pour toi, si tu es en deuxième division, si t'es, même si tu reçois un salaire, mais si tu n'es pas pro dans l'attitude, c'est-à-dire que tu n'as pas envie de travailler, tu n'as pas envie de faire, on va dire, des heures sup, Après, tu restes un peu à la fin des entraînements. Après, il y a pro et pro. Moi, je parle du pro. Les gens, il y a beaucoup de joueurs qui sont comme ça, hein, qui ne restent pas après l'entraînement, qui viennent pas avant l'entraînement. Ils sont quand même pro parce que tu as le statut de pro. Mais pour moi, il y a une différence entre être pro et être pro dans sa tête. Tout le monde peut être professionnel, mais tout le monde ne peut pas l'être aussi. En fait, ok, tu es en deuxième division, mais si tu bosses pas, pour moi, tu ne l'es pas
dans le sens où tu n'as pas une éthique de travail. Tu respectes pas tes coéquipiers, ni ton travail, toi, personnellement, ni ta personne. Moi, j'ai une question aussi, c'est par rapport à ton éthique de travail, parce qu'on dit souvent que les basketteurs, il faut qu'ils bossent sur le côté. Toi, quelle est ton éthique de travail? Alors moi je vais souvent à la musculation en dehors du basket et je considère que l'éthique de travail fait partie du travail du basketteur, le travail de l'ombre. Alors je m'explique, moi j'ai des entraînements 2 fois par jour qui peuvent durer entre 1 heure et quart et une heure et demie et par moment je me fais des sessions tout seul où je me fais de la musculation, où je vais à la salle, où je vais shooter, ou avec un coéquipier je vais shooter. Et ben ça fait partie du travail de l'ombre et c'est le plus important pour moi pour pouvoir évoluer, pour pouvoir performer à chaque instant. Il y a aussi la nourriture qui est très importante pour la vie des sportifs. Je sais que tu es un bon cuistot. Est-ce que justement, Ouais. toi, tu fais attention à ça, tu prends du temps à te faire des bons repas? Est-ce que justement, tu ressens les bénéfices de ça? Alors oui. Alors moi je parle quand j'étais jeune, je mangeais un peu n'importe quoi, beaucoup de plats en sauce, beaucoup de choses comme ça. Je faisais pas forcément attention à mon corps. Ça fait un certain temps que je cuisine et franchement ça change tout. L'alimentation change tout. L'alimentation, l'échelle du travail change tes performances et change ta façon de voir les choses entre guillemets. Est-ce que tu l'as ressenti physiquement avant tout? Ouais, physiquement, oui, j'ai bien évolué par rapport à ça. Donc, tu es beaucoup plus tracé, tu vas beaucoup plus vite, tu fais les choses plus vite, tu es beaucoup mieux sur un terrain. Tu es fier de toi après un repas que tu t'es bien préparé quand même, non? Oui, toujours, ouais, toujours. Je suis fier de moi, mais moi, ce que je préfère, c'est faire goûter aux autres. C'est ma question un peu personnelle. Quel est ton meilleur plat que tu aimes bien faire? J'aime bien le curry poulet. C'est un plat mauricien, parce que moi, je suis originaire de l'île Maurice et de Martinique aussi, mais l'île Maurice, donc un curry poulet. C'est un plat à base de poulet et de sauce, donc avec du riz. Voilà, c'est rien de bien fou, mais c'est super bon. Tous mes coéquipiers peuvent en témoigner. Et par rapport à la récupération, La récupération est très importante chez le sportif. Au fur et à mesure des années, ça passe. On se dit, ouais, mais je suis fatigué. Ah, je suis plus impacté physiquement par rapport à ça. Ah, j'ai des douleurs. Et donc, du coup, moi, à titre personnel, j'ai beaucoup de choses pour prendre soin de moi, on va dire. Pour la longévité. En gros, je pense à maintenant pour après. En gros, j'ai pistolet de massage. J'ai un Compex SP8. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. What? Bro, what are you talking about, man? Le SP8, c'est l'électrostimulation. En fait, ça envoie des décharges électriques aux muscles pour pouvoir se régénérer. Après, tu as plusieurs modes, machin, voilà. Et derrière, j'ai aussi une pressothérapie. La pressothérapie, ça sert à faire coaguler le sang, à tout ça, avoir du young blood, comme on dit, du sang neuf. Et du coup, c'est une machine pour bien récupérer, quoi. D'ailleurs, elle tourne dans toute mon équipe, là. Les gars, ils l'utilisent parce qu'ils se disent, ah, ça fait du bien, machin. On n'a pas à aller chez le kiné pour faire les soins, les récup. Et ça, c'est important. C'est un gain de temps. Et forcément, après les entraînements, tu te sens un peu courbaturé, les jambes lourdes, et ben ça aide. bon, ça coûte par contre, ça coûte très cher. Faut investir dans ça. Hein. Ah, faut investir sur son corps si on veut avoir des résultats à un moment donné. Oui, c'est un peu à la LeBron. Tu n'investis pas des millions, mais LeBron investit des millions pour son corps chaque année. Et ben, Et moi, comme j'investis à mon échelle. C'est ce que je dis. Moi, j'investis à mon échelle. Ouais, mais au moins, tu investis et tu te dis, ça me servira peut-être. Ça me servira maintenant, mais j'en verrai vraiment encore plus après les bénéfices, justement les bénéfices. Mais c'est ça. Moi, j'ai eu beaucoup la question par rapport à ça. Ouais, t'as payé ça combien? Quand je dis le prix, ils me disent, ah ouais, quand même. Je fais oui, mais si j'ai pas ça, je suis pas derrière sur le terrain ou je suis pas physiquement, je suis à la ramasse. Et moi, j'ai pas envie d'être à la ramasse physiquement. On revient à l'éthique. Je te parle de l'été. Bon, la période de l'été, elle est vachement cruciale. C'est là où on se conditionne. C'est là où on joue. C'est là où on s'entraîne physiquement. C'est une journée type, elle est entre guillemets, elle est épuisante à rien qu'à l'entendre. Ouais, mais c'est Voilà. surtout que moi, je vois par exemple les gens qui travaillent et qui disent justement les vacances, c'est que des vraies vacances. Nous, entre guillemets, on n'a pas de vraies vacances. On va vraiment prendre peut-être une semaine à tout casser, mais à côté de ça, on va peut-être le payer pour la petite semaine où on n'a rien fait. Mais c'est En fait, l'été pour nous, il est juste à bosser, soit plus pour être encore meilleur la saison, ou essayer de stabiliser. Voilà, t'as tout résumé. L'été, c'est notre entre guillemets, c'est notre passerelle. C'est est-ce qu'on va évoluer ou est-ce qu'on va stagner? Toi, t'es plutôt quoi? Parce qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui veulent rester in shape et se dire, je me prépare, par exemple, à revenir à bon niveau. Et à ceux qui bossent 2 fois plus, qui se mettent limite dans le rouge l'été, mais qui se disent, ah, de toute façon, après, ça sera tranquille pour moi. Ou, en gros, j'aurai vraiment le bonus par rapport à ça. Je vais gagner un petit truc en plus qui va faire la différence. Moi, c'est la deuxième école parce que je cherche toujours à m'améliorer. Moi, l'été, c'est pour travailler, c'est pour se perfectionner, quoi qu'il arrive. Que ce soit sur le plan physique,
le plan mental ou le plan basket. Tout le temps, je suis fourré soit dans une salle, soit dehors à faire des exercices, soit aller courir, soit faire mes programmes sportifs. Voilà, avec mes frères, on se challenge tout le temps. On essaye de faire au minimum une séance par jour, au minimum. En vrai, quand on parle d'éthique de travail, c'est ça, c'est ne pas compter ses heures. Ne pas compter ses heures et surtout toujours donner le meilleur de soi-même parce qu'une fois que la séance elle est faite, elle est faite. On ne peut pas revenir en arrière. Et justement, moi, je parle il y a souvent des gamins, il y a beaucoup de gamins qui sont en train de dire, moi, bon, sur ton centre de formation, qui sont en train de dire, moi, c'est soit la NBA, soit la pro. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Surtout que on voit beaucoup de gamins qui échouent et qui se disent, OK, là, j'y arriverai pas. Et maintenant, est-ce que j'arrête le basket ou vraiment, il y en a qui, après, ça revient à la même question d'avant, c'est, ouais, la Nationale 3, la Nationale 2, c'est pas un niveau. Je leur dirais quoi à ces gens-là? Si vous avez l'opportunité d'y aller, allez-y, avec plaisir. Par contre, si vous arrivez à des niveaux dits, entre guillemets, amateurs comme la N2 et que là, à ce moment-là, vous ne performez pas, là, on pourra avoir un débat. Là, on pourra dire, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, je dis, il faut toujours voir pour le croire. Je pense que ces gens-là, il faut qu'ils passent par ces niveaux-là pour pouvoir se faire une opinion de la catégorie. Justement, moi, c'est ça la question, c'est vraiment, c'est se dire, les gamins, est-ce qu'ils rêvent trop? Non, moi, je pense qu'il faut pas dire rêver trop. Je pense qu'ils s'attendent à des choses, mais c'est pas la réalité. La réalité du terrain, la réalité des choses, c'est que oui, il y a beaucoup de joueurs qui jouent au basket. Il y a de la concurrence, il y a des choses comme ça. Et il faut pas s'arrêter au basket. Faut pas qu'ils se disent que c'est une fin en soi. Faut que je joue directement en Pro A, NBA ou en Pro B ou en N1. Non, il y a des étapes, il y a des choses à apprendre. Et après, justement, par rapport à une question, moi, que j'ai souvent eu, même au niveau des agents quand tu vas prendre contact, c'est est-ce qu'on fait pas assez confiance justement aux jeunes ou aux Français comparé à des étrangers qui arrivent? Ah, ça c'est encore un autre débat. C'est la place des... L'inverse, c'est que si on te propose, par exemple, j'ai une bêtise, il y a un joueur de centre de formation qui est vraiment doué, mais il va réussir à signer en Pro B. On te dit, ouais, Pro B, c'est pas Pro A, mais c'est pour qu'il fasse ses classes. Il y a un Américain devant lui, il jouera pas, même s'il a moins de salaire, même s'il est encore plus jeune, donc il va peut-être signer pour plus d'années. Est-ce qu'on fait pas assez confiance aux jeunes? Moi, c'est ma grande question. Alors aujourd'hui, c'est un gros débat en France, justement. Moi, je pense qu'en France, on fait pas assez confiance, justement, aux jeunes. Je pense que la marche entre les équipes jeunes et les équipes entre guillemets dites seniors pro, il y a un grand fossé en France, contrairement aux autres nations entre guillemets qui lancent dans le bain des jeunes pour qu'ils performent. On a ce problème-là de salaire, on a le problème des Américains, on a le problème de nombre d'étrangers, et ça bloque et ça bloque et ça ralentit beaucoup de carrières, on va dire, pour des jeunes Français. En National 1, on a le droit à 2 étrangers, non? Oui, c'est ça, 2 étrangers. C'est ça, parce que par exemple, pour l'expérience, j'étais au Brésil. En première division, tu as droit à 4 étrangers, ce qui fait quand même un bon 5 de départ. Après, ils n'ont pas forcément l'argent au Brésil pour signer 4 étrangers, à part dans les gros clubs, mais généralement, ils ne signent pas que des Américains, ils vont signer des Argentins, des Mexicains. Mais après, dès que tu passes en seconde division, un peu comme la Pro B, tu as droit qu'à un étranger pour vraiment former les gamins, pour leur dire, vous arrivez, vous avez quand même du temps de jeu, on va vous en donner. Donc ça au Brésil, c'est ça? Au Brésil, est-ce qu'il ne faudrait pas imposer ça justement en France à un moment donné, dire en National 1, c'est quand même la 3e division, tu prends qu'un étranger. Je suis d'accord avec toi, moi. Moi, je pense qu'il faut instaurer ça. Parce que le niveau va être moins fort. On nous dit oui, les Américains vont augmenter le niveau, mais à l'inverse, ça prendra quelques années, mais le niveau va après s'améliorer parce que si tu fais jouer un gamin, bah ça va être les classes. Quand tu fais jouer le centre fédéral en National 1, c'est qu'ils veulent se former, même s'ils font que perdre. Mais c'est ça, le centre fédéral, ils perdent pas beaucoup maintenant quand tu regardes. Parce que ça fait 1-2 ans qu'ils jouent contre ces mêmes gars en N1 et qui s'endurcissent. Et là, c'est un exemple même concret. Surtout, c'est une bonne génération. Donc forcément, c'est des jeunes en devenir. Il y en a, ils vont sûrement aller en NBA ou en Pro A ou en Euroleague. Hein. Je te le cache pas, il y a beaucoup de talent. Et je pense que c'est bien cette transition de jouer contre des bonhommes et de la N1. Et justement, il faudrait que dans les niveaux Pro B et tout, il y ait ça. Il y ait des jeunes, de plus en plus de jeunes qui puissent jouer et que les coachs fassent confiance aux jeunes. Quand tu vois justement par rapport au Real, des trucs comme ça qui mettent quand même beaucoup de jeunes en avant en pro. Après, tu as des pépites. Hein. Le Real, tu as Luka Doncic qui est sorti à 17 ans et ça avait déjà joué en pro correctement, mais tu en as plein d'autres. Oui, tu as Alex Abrines au Barça, par exemple. Tu en as plein. Tu en as plein et qui font pas des carrières NBA, mais qui font des bonnes carrières Euroleague même. C'est ça, mais c'est énorme. Mais au Monténégro, pareil. En Espagne, pareil. En fait, à tous les jeunes,
Là, tous les jeunes que je remarquais dans les championnats d'Europe que les gens ont pu faire et tout ça, je regardais les listes, les rankings. Voilà, les gars, tu les retrouves maintenant en Euroleague ou en NBA. Parce qu'on leur fait confiance déjà dans leur club. Enfin, oui, c'est ça, ils ont eu la confiance très tôt. Mais avec de la confiance, tu traverses des montagnes. Là, ça redevient un autre problème. C'est est-ce que justement par rapport aux formations, on est peut-être pas trop. On est pro dans les attitudes, mais est-ce qu'on n'est peut-être pas pro assez dans le travail? Après, là, si on parle d'éthique et de rigueur de travail, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire en éthique et travail parce que je pense qu'en France, on travaille, mais on travaille pas à se faire mal. Tu vois ce que je veux dire, la différence qu'il y a? Ouais, parce qu'il y a, justement, il y a la phrase de mon coach aux États-Unis qui me disait, il y a une différence entre la douleur et la blessure. Exactement. Mais justement, moi, c'est ça par rapport à ça. Est-ce qu'on n'est pas en retard comparé à des équipes comme en Espagne, et je parle surtout de la Serbie où j'ai vu des coachs qui tapaient des joueurs. Mais justement, ça, c'est une marque de respect, je trouve. Parce qu'il veut que la personne réussisse par tous les moyens possibles. Ça peut être frapper, ça peut être rester pendant 3 heures après, faire des séries de tirs. Il y a pas le choix. Si tu veux être là où tu veux être, il faut passer par là. En France, on n'a pas forcément cet état d'esprit-là. De toujours se faire mal, de se faire violence. Mais parce qu'on n'a pas été bichonné, justement. Enfin, on est rentré dans un centre de formation où on vous a dit, par exemple, moi, pour être en centre de formation, on nous a dit, vous êtes l'élite du basket français. Et à côté de ça, je vais te dire, tu t'arrives en centre de formation, tu sors de centre de formation, tu rappelles les coachs, ils en ont rien à foutre de toi. Pour eux, c'est un peu comme du business. C'est, t'as été là, très bien. On t'a pas formé, on s'en fout. On va en former peut-être un parce qu'il a un talent au-dessus ou il a un gabarit différent. Mais après, on te les sort que je trouve que en Serbie, là, la formation, pour avoir parlé avec des coachs serbes, tout ça, c'est l'intérieur va jouer comme un meneur pour comprendre le jeu d'un meneur. Ouais, en France, c'est t'es petit, tu joues meneur, t'es un peu plus physique, tu joues 2, ainsi de suite. Tu vois, t'es grand, tu vas jouer 3, t'es très grand, mais t'es tout mec, tu vas jouer 4, et t'es plutôt costaud et grand, tu vas jouer 5. Voilà, c'est très stéréotypé de base, alors qu'un gamin qui est capable de courir, sauter, dribbler, voire une vision comme un meneur de jeu, et pèse 100 kilos, mais va limite aussi vite, on va le mettre à l'intérieur, on va le stéréotyper à l'intérieur. Et ça, c'est pas forcément bon. Alors que ça peut former des LeBron ou des KG qui font plus de 2 mètres et qui jouent ailier arrière, quoi. Exactement. Dans la formation, elle est complètement différente. Que ce soit en Espagne, que ce soit en France ou aux États-Unis, c'est complètement différent. C'est pas forcément un sport où tu dois toujours être athlétique, toujours être grand, toujours être gros. Hein. Forcément, il y a des meneurs, il y a de tout en fait. C'est ça qui est beau dans ce sport. Alors, j'ai une question qui est, pour moi, qui est intéressante. C'est parce que des gens qui ne connaissent pas le sport disent qu'on gagne des millions. En termes de basket, on gagne beaucoup d'argent, beaucoup plus qu'eux. Mais toi, qui as connu la Nationale 3, où tu as peut-être dû travailler, la Nationale 2, tu as peut-être dû travailler sur le côté, qu'est-ce que tu peux leur répondre? Bon, alors, si on parle d'argent, moi, à l'heure actuelle, je suis chanceux. Je suis payé pour jouer au basket, pour faire ce que j'aime, ma passion. Mais les années précédentes, moi, je travaillais chez Decathlon, je travaillais chez La Paire, je travaillais et c'était dur de gagner ma vie, entre guillemets. Je travaillais comme tout le monde, sauf que le soir, j'allais au basket pour 500 euros, quand j'étais en N3, pour 500 euros, pour, entre guillemets, une misère. Même si, j'avais que 4 entraînements par semaine et plus le match, ça faisait quand même du temps. Les gens ne perçoivent pas, c'est tu vas en déplacement, tu fais des allers-retours le samedi, généralement. Tu as beaucoup de pas de samedi de libre. Le dimanche, les magasins sont fermés. Donc, en gros, tu vis pas. Entre guillemets, tu ne profites pas comme les gens samedi, on va aller au bar, on va aller manger au resto. Tu peux pas faire ça quand tu es basketteur. C'est un sacrifice aussi. Ah oui, c'est un sacrifice, oui, bien sûr. Mais surtout au niveau, entre guillemets, dit N3 et N2, où c'est pas dit pro. Donc forcément, t'as pas forcément de temps libre. T'as toujours un truc à faire. Quand tu travailles la journée, le soir, t'as l'entraînement. D'ailleurs, tu rentres, il est 20h et quelques, voire 22h. Ça dépend des endroits, les entraînements. Tu vis pas, ouais. Tu vis pas. Surtout que tu te dis pas, ouais, je vais sortir alors que t'es éclaté de la journée. Ah oui, non, c'est un autre rythme. Et c'est pour ça, en fait, t'as les deux côtés. T'as les gens dits lambda qui vont travailler tous les jours. Ils disent, oh, t'as de la chance, tu fais du basket, machin. Mais ils se mettent à ta place, ils peuvent pas le faire parce que c'est trop dur. Et de l'autre côté, t'as les pros qui ont toujours été pros et qui arrivent, qui doivent travailler la journée et faire du basket le soir et rentrer chez eux. Ils disent, mais c'est pas possible, c'est pas une vie. En gros, t'es à cheval entre deux mondes.
T'as choix entre deux. Moi, je pense surtout des gens qui critiquent un peu le sport en général. Pas que le foot, tu vois, ils disent, ouais, le foot, vous gagnez des millions, c'est très bien. Mais nous, même dans les petites catégories, on a vraiment le cul entre deux chaises parce qu'on ne gagne pas des millions. Et on se dit, C'est ça. ça dure qu'un temps. Donc, même si on Et, gagne plus qu'eux, ils vont nous critiquer parce qu'on gagne plus qu'eux. Mais à l'inverse, on va se dire, oui, mais nous, à 35 ans, on va devoir travailler comme vous. Et on va peut-être devoir repartir de zéro. et c'est éphémère parce qu'il y en a beaucoup qui ne pensent pas à l'après-carrière. Par rapport justement à l'argent, quand tu travailles sur le côté, vraiment, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, à un moment donné, est-ce que tu n'as pas envie de, entre guillemets, les années après, tu as envie de négocier vraiment un contrat garanti basket, de te dire, je vais m'investir à fond. Cette année, tu peux le faire, t'investir vraiment à fond dans le basket, à fond, voilà, que ce soit muscu, parce qu'on pense pas, hein, mais il n'y a pas que le basket. En plus, nous, on essaie de faire de la muscu sur le côté. Même ceux qui travaillent sur le côté, il faut trouver un temps libre. Ah oui, oui, non, c'est sûr. Mais en fait, c'est simple. Tu te lèves le matin à 7 heures, tu te dis, j'ai envie de changer ça. J'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Tu te dis, l'année prochaine, je vais essayer de faire là, cette année, je vais faire la meilleure saison possible pour pouvoir, l'année prochaine, avoir quelque chose de plus concret et faire que du basket, atteindre mon objectif. Et ça, c'est difficile. Est-ce que pour toi, c'est dégradant des gens qui disent, ouais, en gros, tu n'as pas pu signer un contrat à l'époque de National 2, ou un contrat pas garanti, mais un full contrat basket, et justement que tu dois travailler sur le côté? Alors, c'est frustrant, oui et non. En fait, moi, en fait, vu que je suis né dans le basket et que j'ai vu, entre guillemets, ma famille dans le milieu, comment mon père a géré sa carrière, comment mes frères gèrent leur carrière, parce que, voilà, tu vois des choses qui font que plus tu peux galérer. C'est susceptible de galérer à trouver un club l'été. Travailler et faire du basket en même temps, c'est bénéfique. Peu importe les critiques qu'on peut avoir. On peut dire, ouais, mais toi, t'aimerais avoir ça, t'aimerais être comme tes frères, t'aimerais être comme ci, comme ça. Ben non. Moi, je suis là où je suis et je serai comme eux dans quelques années, mais en ayant eu le parcours que j'ai eu. Ouais, en Et ça, travaillant peut-être plus dur que tes frères. je sais pas si j'ai travaillé plus dur ou je travaille plus dur ou pas. Enfin, ça, je sais pas. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, je suis au même niveau que mon frère jumeau et je suis à un niveau de mon grand frère, mais j'ai des études à côté. Parce que tu as fait quand même tes études à côté. Enfin, on J'ai n'en a fait pas mes parlé, études. mais en National 3, en National 2, tu as quand même passé des diplômes à côté. Voilà, j'ai travaillé, j'ai passé mes diplômes à côté, oui. Que ce soit Donc toi, entraîneur c'est ou. le double d'effort parce que tu as quand même travaillé, fait tes études, et en même temps, le soir, tu étais quand même au basket. C'est ça, c'est ça. Donc pour les gens, moi, qui disent souvent que le sport de haut niveau, enfin, c'est qu'un temps, tout ça, il y a quand même des gars qui se disent, je vais me consacrer quand même aux études, on ne sait jamais après. Et surtout qui s'investissent le double même des gens qui font que travailler. Alors, je vais te dire, moi, ma façon de penser, ma façon d'avoir, enfin, comment j'ai vécu les choses. Je l'ai très, très mal vécu. Moi, je te cache pas que j'ai très, très mal vécu de voir, entre guillemets, mes frères être en pro et faire que ça. Et moi, galérer, aller travailler, me lever à 6 heures du matin pour aller faire mon sport. Après, ensuite, enchaîner avec la fac ou enchaîner avec le boulot et après enchaîner avec le basket. Je l'ai très très mal vécu pendant quelques temps. Et après, je me dis, mais comment ça se fait que lui, il galère à trouver un club alors qu'il a fait des stats, machin. Et là, tu comprends que le monde professionnel n'est pas si évident que ça. Tes frères, ils t'ont pas soutenu justement, ils t'ont soutenu dans le projet. Ils m'ont soutenu à 200% parce qu'ils savent quel investissement je me suis, enfin, comment je me suis investi dedans en fait. Ils savent toute la souffrance que j'ai eue. Mais même si voilà, je dis à personne que j'ai souffert entre guillemets de ma situation, de ma place, c'était le cas. Et je l'ai fait parce que heureusement qu'ils étaient là, heureusement qu'ils m'ont soutenu. Mais sans eux, j'y serais pas arrivé. Mais justement, est-ce que, après, justement, par rapport à ton père, est-ce que ça a été un exemple? Est-ce qu'il t'a conseillé? Lui qui a quand même une grande carrière basket et même dans le coach, tout ça. Alors oui, oui, c'est sûr, il m'a conseillé, il est toujours présent avec moi, hein, là, à l'heure actuelle, il est présent. C'est quelqu'un qui compte beaucoup et qui compte encore actuellement dans mes choix parce que c'est quelqu'un qui connaît le sujet, il connaît le monde du basket et c'est vraiment un pilier. Et franchement, il y a rien à dire. Il a été là pendant toutes les années d'études et tout et voilà. Mais est-ce qu'il te parle comme un père à ce moment-là ou comme entre guillemets, comme un coach, tu vois, à l'époque, Ah, ou comme un agent? il me parle jamais comme un coach, toujours comme un père. Moi, c'est un choix de ma part d'avoir fait mes études. Tu vois ce que je veux dire? C'est un choix de ma part. Dans le sens, c'est pas que j'ai. Je fais National 2 et puis je fais pas d'études à côté, je fais que ça. Exactement. Je peux me dire, ouais, un jour j'irai en National 1 et puis voilà, et puis c'est tout. Non, moi, je sais qu'un jour j'y serai allé. Tu vois, un jour, je serai en National 1, machin, je jouerai. Ça, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, c'est comment je rentabilise mes années de National 2. Je me suis posé que ça comme question et lui, il m'a soutenu. Il m'a dit, OK, tu fais ça comme ça? OK, d'accord, moi je te soutiens, mon fils. C'est ma grande question, c'est qu'après la reconversion, est-ce que toi, tu t'es dit justement grâce à tes études, tu as eu un bagage ou est-ce que toi, tu aimerais justement suivre un peu pas les traces de ton père, mais dire j'aimerais rester dans le basket, faire coach, ça me plairait? Alors, moi, j'ai mes diplômes de coach. Enfin, mes diplômes, j'ai le CQP 2-3.
Coacher, non. Et entraîner, non. C'est pas forcément mon but ultime. Mais franchement, j'ai fait mes études pour avoir un bagage et pour parce qu'en fait, moi, j'aimerais pas sortir du basket, mais j'aimerais en sortir. En fait, je t'explique. J'aimerais être prof à la fac, par exemple, en spé basket. Donc du coup, c'est être dans le basket, mais sans l'être, être dans le monde aussi faculté. Donc moi, ma dernière question, ça a été quand même, on va dire, pas trop utilisé cette saison. Toi, quels sont les objectifs pour l'année prochaine? Alors moi, franchement, je suis un compétiteur de base et je suis arrivé à ce niveau-là. J'ai pas encore prouvé. Et moi, ce que je veux, c'est prouver à ce niveau-là que je peux jouer, que je suis capable de jouer, d'être moi, Alexis Racine, un vrai joueur de National 1. Donc moi, mon objectif, c'est pas de redescendre, c'est de rester en National 1. Est-ce que tu prévois de monter? Si jamais on te propose, par exemple, tu prouves en National 1, on te propose de monter. Bien sûr, tous les challenges sont bons. Donc toi, plus on te propose, plus t'acceptes. Moi, voilà, c'est ça. Dès que je vois un challenge, je l'accepte. Après, clairement, c'est sans prétention. J'ai plus envie de rejouer en National 2 à l'heure actuelle. Parce que vu comment je vois le contexte sanitaire et ce qui se passe, je me dis, j'ai de la chance de pouvoir m'entraîner et d'être en National 1 à l'heure actuelle. Et voilà, d'avoir des matchs, d'avoir quelque chose, un but. Je vois que c'est compliqué pour des joueurs de National 2 et j'ai pas envie de connaître ça. En fait. Et j'ai une question que justement on m'a tellement posée dans ma carrière aussi, j'aimerais bien te la poser, c'est où est-ce que tu te vois dans 3 ans, dans 10 ans et dans 15 ans? Dans 3 ans, je me vois en Pro B, minimum. D'accord. Dans 10 ans, je me vois fin de carrière, peut-être sur la Côte d'Azur. Qui sait? C'est un petit message par rapport pour les gens de la Côte d'Azur. Et dans 15 ans, je me vois en train de faire le métier que j'ai envie de faire et avoir ma famille et avoir une stabilité. Justement, par rapport en transition, la famille, est-ce que pour toi, tu te dis, si j'ai un gamin, je vais lui apprendre l'éthique de travail ou je vais justement le pousser dans le basket, c'est-à-dire c'est basket, ici on est basket. Moi, si je parle enfant, je lui dirais, tu fais ce que tu as envie de faire. Mais le jour où tu as choisi ta voie, tu te donnes à fond pour pouvoir réussir dans ta voie et pouvoir t'épanouir dans ta voie. Que ça soit n'importe quoi, hein, pas autre que sport. Hein, on parle aussi, ça peut Peu être de la importe, musique. ça peut être de la danse, de la gym, ça peut être de l'équitation, ça peut être tout ce que tu veux, du foot, du rugby, tout ce que tu veux. Tant que tu te donnes à fond, moi je serai fier de toi. Et même autre sport, si c'est pas sport, si c'est musique ou si c'est par exemple, je dis en ce moment le e-sport commence à s'élever, est-ce que toi t'en penses quoi par rapport à ça, qui est sportif? Eh ben, clairement, je l'encouragerai. Peu importe le sport ou l'activité. Ça peut être de la musique, je serai le premier fan. C'est un chanteur, si c'est un joueur de violon, justement, j'adore ça. J'adore tout ça, j'adore tout ce qui est art, culture, tout. Donc, je suis très intéressé par ça. On a vu que tu essayais de faire le piano. Un petit peu, t'essayes de pianoter un petit peu. Ah, on essaie de faire un peu de piano, un peu de danse, un peu de chant et un peu de lecture, tu vois, pour s'occuper des journées. Le chant, on n'a pas entendu. Non, j'ai pas envie de chanter. Ça ira. Ça ira. Mais voilà, en tout cas, voilà, je m'occupe un peu comme ça et j'aimerais transmettre ça à mes futurs enfants. Justement, par rapport à ça, est-ce que transmettre à tes enfants ton parcours, est-ce que tu ne te sentirais pas fier? Fier, je sais pas. Mais en tout cas, s'ils peuvent s'en inspirer, et que ce soit mes enfants ou pas, hein, s'ils peuvent s'en inspirer pour pouvoir avancer, ben, c'est avec grand plaisir. Bon, bah, merci à toi, Alexis. Mais de rien, de rien. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like. Et voilà, et à la prochaine. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going to switching it up.